Là, tout de suite, c'est Marie Vizot qui est avec nous. Bonjour, Bonjour Marie. On va parler économie avec vous. Vous êtes grand reporter au Figaro Économie. Jeudi 22 mars, que se passe-t-il, Fred? C'est une grande journée de manifestation. Dans les rues, cheminots, fonctionnaires sont attendus. Le printemps s'annonce chaud, 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 Marie. Le printemps commence à s'annoncer chaud et pas uniquement en température. Alors effectivement, la semaine prochaine, jeudi 22 mars, comme vous le disiez, dans les rues, cheminots et fonctionnaires pas contents du tout. Mais alors, du tout. Alors pour des raisons différentes, en deux mots, les cheminots, la réforme de la SNCF, inéluctable tant la société va mal financièrement. Le gouvernement prévoit de réformer par ordonnance. Alors ça, évidemment, ça ne plaît pas du tout aux syndicats, d'autant que tout ça prévoit de remettre en cause leur statut progressivement pour les nouveaux entrants à la SNCF et prévoit d'ouvrir le marché à la concurrence. Et ça ne leur plaît pas du tout non plus. Et les fonctionnaires ? Et les fonctionnaires, pareil, c'est une histoire de statut. Dans la modernisation de l'action de l'État annoncée par Emmanuel Macron, il y a une évolution du statut, de modernisation du statut qui est prévue. On parle de rémunération au mérite, on parle davantage de contractuels dans la fonction publique, on parle même de la possibilité d'ouvrir un plan de départ volontaire. Et ça ne leur plaît pas du tout. Alors, lors des dernières manifestations, par exemple, si on prend les ordonnances sur la loi travail, beaucoup de slogans ont fleuri du style « rien n'est bon dans le Macron ». Une petite question, vous la spécialiste, y aura-t-il du monde dans les rues ce jeudi 22 mars ? Alors, il y aura du monde. Oui, il y aura du monde. Il y aura du monde. Est-ce que ce sera 10 000, 100 000 ou 1 million ? Ah oui, quand même, là, pour châter là. Voilà, et vous l'avez très bien relevé, c'est de manière provocatrice exactement ce que je voulais vous faire souligner. Parce que vous le savez, c'est un jeu de dupes sur le nombre de manifestants, les manifestations, entre les chiffres des syndicats et les chiffres de la police. Je vous prends un exemple. En septembre dernier, j'ai pris au hasard le 4e jour de la manifestation sur les ordonnances de la loi travail. 8 000 manifestants à Paris selon la préfecture, 40 000 selon la CGT. C'est ridicule, mais c'est toujours comme ça. C'est un grand classique. Alors, il y a un cabinet occurrence qui pourrait mettre fin à cet éternel débat. Grâce à des algorithmes et des capteurs, la société se rapproche au plus près du nombre exact de manifestants. L'entreprise, elle a passé des accords avec les principaux médias en France et on pourrait enfin savoir combien il y aura de manifestants dans la rue. Ça arrangera tout le monde. 10 000, 100 000 ou 1 million, on le saura. Et puis, alors, ça, ce sera dans la rue. Il faudra faire attention aussi à ce qui se passera en sous-sol, parce que, évidemment, ces manifestations de cheminots, ça va mettre le bazar dans les trains et les métros. La RATP a déjà appelé à des débrayages. La SNCF, elle, est en ce moment en train les syndicats de la SNCF, de se mettre d'accord sur l'ampleur qu'ils allaient donner à la grève à partir de la semaine prochaine et plus tard. Enfin voilà, ça va être le bazar. Donc on va surveiller ça de très près, mais je pense qu'il faut qu'on se prépare tous à sortir nos vélos, Fred, et pédaler, évidemment. Sinon, est-ce que cette journée, plus sérieusement, peut faire plier Emmanuel Macron ? Alors, bon, on n'est pas dans la tête de Jupiter. Oui. Mais, non. Mais par contre, on a des petits doigts qui peuvent nous dire qu'il ne va pas plier, Emmanuel Macron. En tout cas, il ne va pas plier tout de suite. D'abord parce qu'il est très décidé à réformer. Il a été élu pour ça. Tout ça est dans son mandat. Ce qui se passe en ce moment, il l'avait annoncé pendant la campagne présidentielle. Donc, il estime qu'il ne prend personne en traître. Donc, raison de plus pour ne pas reculer, et encore moins maintenant. Et puis, il sait que s'il ne le fait pas tout de suite, il ne le fera pas en fin de quinquennat. Les réformes difficiles, elles se font au départ. Et c'est pour ça qu'il s'attaque à des sujets difficiles comme le statut des cheminots et celui des fonctionnaires. Voilà. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas les mécontentements, mais il va d'autant moins reculer qu'en ce moment, il y a des concertations sur tous les sujets. Sur ces deux sujets dont on parle aujourd'hui. Ces populations, il faut savoir qu'elles crient avant d'avoir mal. C'est-à-dire que la grosse manifestation de la semaine prochaine, c'est sur des sujets dont on ne connaît pas l'aboutissement. Il y a 1 an de discussion prévue avec les fonctionnaires.
sur le statut de la fonction publique. Il y a des concertations avec la SNCF oui. jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc voilà, donc il ne va pas renoncer tout de suite, d'autant qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, il a l'opinion qui est derrière lui sur ces sujets. Merci Marie. Mais je me tourne vers vous, Anne Niva. On n'est pas dans la tête de Jupiter, hein, j'ai entendu. Moi, je ne suis pas dans celle de Poutine non plus. Hein, parce que c'est une question récurrente. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le point d'interrogation quand même à la fin du titre pour dire, voilà, je vous laisse lire et juger. Absolument. Anne, l'actualité en France vous passionne-t-elle autant que celle des pays que vous avez traversés, arpentés? Au jour le jour, non, je suis très au courant de l'actualité politique en France. À cause de mon mari, je dirais. Donc, je vis avec un journaliste, Jean-Jacques Bourdin, grâce à mon mari. Donc, je suis obligée de la connaître, mais et elle me passionne parce que j'en ai fait d'ailleurs un livre l'année dernière. Oui, dans quelle France sur la France, oui. Édité chez Fayard. Édité chez Fayard, qui était également au plus près, toujours dans ce but de briser aussi des stéréotypes, de parler des sujets qui fâchent. Moi, c'est ça qui m'intéresse finalement, quel que soit le sujet. Mais mes sujets premiers, c'est avant tout la Russie et puis les guerres que j'ai couvertes. Aucune des guerres que j'ai couvertes n'est terminée aujourd'hui. La situation n'est pas calme ni en Irak, ni en Afghanistan, ni en Tchétchénie. Vous y retournerez? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme ça, c'est dit. Merci Marie Vizot. On retrouve vos papiers dans les pages saumon du Figaro, évidemment, et sur lefigaro.fr. Ça y est, ça c'est le moment où il fait peur. Ça, c'est un truc de déglingo. Déchaîné. Marie, Sylvain, c'est l'heure de tester vos connaissances. Vous avez un buzzer en face de vous parce que c'est le premier qui répond qui gagne. Moi, j'en ai pas. Non, mais justement, vous allez répondre. Vous allez apporter. Le père d'Anne Niva est un des grands spécialistes mondiaux de A. Histoire américaine, B. Littérature russe, C. Économie internationale. Marie Vizot. Elle l'a dit tout à l'heure, on l'a écouté. Moi, je pensais qu'il avait fait la Lada Niva. Non, mais la Lada Niva, non, mais c'est vrai que quand j'habitais en Russie, j'avais une Niva comme voiture. Non. Je le faisais exprès, pour quand je me faisais contrôler par la police. Parce qu'évidemment, ça les faisait rire. Bon, non, mon père était professeur de littérature russe. Voilà, c'est ça. Son papa était professeur de littérature russe. Oui. Vous avez passé, vous le disiez, 10 années de votre vie en Russie entre 25 et 35 ans. Vous y étiez comme chez vous. C'était vraiment l'amour avec ce pays. Et puis vous êtes rentré en France. Vous l'avez quitté pour quelle raison? Le piège de Jupiter. Je l'ai quitté parce que j'avais rencontré l'homme qui est devenu mon mari. Voilà. Jean-Jacques Bourdin. Et on s'est rencontrés. C'est vrai que quand j'ai rencontré Jean-Jacques, ça correspondait à un moment où j'en avais déjà un peu ma dose de Russie. Heureusement que je ne l'ai pas rencontré au début, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais le fait que je l'ai rencontré après 10 ans de présence en Russie m'a aidé à rentrer. Mais c'est aussi parce que, comme vous le dites, votre vision de la Russie avait changé et la Russie profondément avait évolué. Elle ne vous plaisait plus. Non, je ne peux pas dire ça. La Russie, les Russes, ma vie quotidienne en Russie pouvait tout à fait m'agacer, les Russes, des situations m'horripilées, et puis d'autres où je me sentais bien. J'ai une datcha en Russie, donc dans un village que je montre dans le film, à 350 km de Moscou, où jusqu'à peu, il n'y avait pas d'eau courante. Bon, ça m'a permis d'observer la vie des Russes et puis de pouvoir ensuite la raconter. Donc, simplement, non, ma curiosité envers la Russie, elle n'est pas éteinte du tout, mais envers aucun sujet. Je pense que c'est ça, être journaliste.